Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer une tension, une opposition qu'on entend très souvent dans le débat public en France. Oui, cette fameuse opposition entre, d'un côté, Nicolas, le symbole du contribuable moyen qui paierait un peu pour tout le monde, Voilà, celui qui se lève tôt et qui trime. c'est ça. Et de l'autre côté, Vincent, une figure un peu plus floue qui représente ceux qui profiteraient du système. Alors ça peut être les très riches, les grosses entreprises, ou parfois on vise plutôt les personnes qui reçoivent des aides sociales. C'est presque devenu un mythe moderne, cette opposition. Tout à fait. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur la transcription d'un débat assez vif qui met justement en scène ces visions opposées. On va retrouver les arguments portés par Manuel Bompard et ceux de Charles Consigny notamment. D'accord. Et notre but ici, c'est quoi? L'idée, c'est vraiment de décortiquer leurs arguments, de regarder un peu les chiffres qu'ils utilisent, les visions du monde qu'il y a derrière tout ça, pour offrir une compréhension, disons, plus nuancée que les slogans habituels. Parfait. Alors commençons par ce Nicolas qui paie. C'est une image forte, hein, l'idée que l'effort individuel serait écrasé par le collectif. Comment est-ce que Bompard, dans ce débat, essaye de démonter un peu cette idée? Alors, il attaque d'abord sur le financement même de notre protection sociale. Il conteste une idée qu'il attribue à Consigny, qui voudrait que seuls 30% des Français financent tout le système. Pour Bompard, ça ne tient pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il rappelle que le financement est bien plus large. Environ la moitié, dit-il, vient des cotisations sociales, celles des salariés et celles des employeurs. Donc ça, c'est payé par l'ensemble des gens qui travaillent, en fait, pas juste une petite partie. Précisément, par tous les actifs. Et l'autre moitié, comment elle est financée? Principalement par la CSG, la contribution sociale généralisée. Qui touche aussi les retraités, les revenus du capital. Exactement. Et par la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et là, Bompard insiste sur un point. La TVA, pour lui, c'est un impôt injuste. Pourquoi injuste? Parce qu'elle pèse proportionnellement beaucoup plus lourd sur le budget des ménages modestes. Eux, ils dépensent quasiment tous leurs revenus en consommation, donc ils payent la TVA sur presque tout. D'accord, je vois. Mais alors, quid de l'impôt sur le revenu? On entend souvent ce chiffre, hein. 10% des foyers les plus riches paieraient 70%, ou même 76% selon Consigny, du total de cet impôt. Ça a l'air d'aller dans le sens de Nicolas, non? D'un poids lourd sur certains. Alors, Bompard ne conteste pas le chiffre en lui-même. Il dit oui, c'est à peu près ça. Mais il le remet dans son contexte. C'est le principe même de la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire? Plus on gagne, plus le taux d'imposition est élevé. C'est fait exprès pour que ceux qui ont le plus contribuent davantage. Et il ajoute une nuance qui est importante. Ces 10% les plus riches, même après avoir payé leurs impôts, après la redistribution, il leur reste un niveau de vie très élevé. Il parle d'un revenu moyen autour de 6 000 euros par mois. Ah oui, quand même. Et surtout, il compare. Avant les impôts, ces 10% captaient 35% de la richesse nationale. Après impôts et redistribution, ils en ont encore 25%. Donc pour Bompard, on peut difficilement dire qu'ils sont écrasés ou exploités. C'est une mise en perspective intéressante. Et ça nous amène à la vision de Bompard sur la redistribution elle-même. Pourquoi c'est si important pour lui, au fond? Pour lui, c'est fondamental pour deux raisons. Une raison morale et une raison économique. D'accord. La morale, c'est quoi? Il dit qu'il n'y a pas de justification morale à avoir des écarts de richesse qui vont de 1 à 100. C'est une question d'équité, de justice sociale. Et économiquement? Économiquement, il considère que soutenir la consommation des ménages populaires, c'est absolument essentiel. Il avance que ça représente la moitié de l'économie française. Sans une redistribution suffisante, beaucoup de gens tomberaient sous le seuil de pauvreté et ça freinerait toute l'activité économique. Donc la solidarité, c'est pas juste joli, c'est aussi un moteur. C'est une vision où le social et l'économique sont liés, en fait. Tout à fait. Et c'est là qu'on arrive à un point assez crucial de son analyse. Il ne pense pas que le discours sur Nicolas Quipé soit juste une erreur de calcul. Pour lui, c'est une stratégie politique délibérée. Ah oui, laquelle? Bompard pense que le néolibéralisme, qu'il voit en crise, cherche à se refaire une base sociale. Et comment? En montant les classes moyennes et populaires, non pas contre les très riches ou les actionnaires, mais contre ceux qui sont encore plus bas sur l'échelle sociale, les assistés, les immigrés. Dans quel but? Le but, ce serait de détourner l'attention des vraies inégalités, celles de richesse et de patrimoine, et de protéger les intérêts des plus fortunés. Il fait même remarquer un truc intéressant, les salaires des cadres stagnent, voire baissent en termes réels depuis quelques années. Ça pourrait les rendre plus réceptifs à ce discours qui désigne des boucs émissaires.
C'est une lecture très politique en effet. Est-ce qu'il donne des exemples concrets pour montrer comment on essaierait de créer ces divisions avec des idées fausses, des mythes? Oui, il s'attaque à deux mythes particulièrement tenaces. D'abord, celui de l'assistanat, l'idée qu'on gagnerait mieux sa vie avec les aides sociales qu'en travaillant. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Il affirme, chiffre à l'appui selon lui, qu'une personne seule au SMIC gagne à peu près 50% de plus qu'une personne qui touche les minima sociaux. Donc, l'idée qu'il vaudrait mieux rester chez soi, ça ne tient pas la route factuellement, pour lui. D'accord. Et le deuxième mythe? C'est souvent celui des emplois non pourvus, dont ces postes que personne ne voudrait prendre. Exactement. Celui-là, il est très fréquent. Bompard avance plusieurs raisons pour expliquer ces difficultés de recrutement qui ne sont pas forcément liées à un manque de volonté des chômeurs. Comme quoi, par exemple? D'abord, et c'est le point principal, les bas salaires et les mauvaises conditions de travail. Il prend l'exemple des vendanges, c'est dur, parfois mal payé, avec des problèmes de logement pour les saisonniers, la concurrence d'entreprises étrangères qui tirent les prix vers le bas, et puis le calendrier qui colle pas toujours avec la rentrée universitaire. Oui, c'est multifactoriel. Voilà. Il parle aussi du manque de qualification pour certains postes très spécifiques. Et puis, il y a le turnover naturel. Des emplois secrets, d'autres disparaissent, les gens changent de poste. C'est normal qu'il y ait toujours des offres en cours. Il relativise en disant qu'il y aurait quelque chose comme 30 chômeurs pour un emploi non pourvu. Donc, pointer du doigt les chômeurs, pour lui, c'est une façon facile d'éviter de parler des salaires et des conditions. Compris. Alors, cette idée du travailleur pressuré, elle va souvent de pair avec une autre critique, celle d'un État qui dépenserait trop, un État obèse. Comment Bompard réagit à ça? Alors, là aussi, il essaie de nuancer fortement. D'abord, l'idée que la France serait la championne du monde ou d'Europe des dépenses et des impôts. Il dit attention. Il conteste ça. Il dit que ce n'est pas si simple. Il cite l'Autriche, par exemple, qui aurait des dépenses publiques encore plus élevées en pourcentage du PIB. Mais surtout, son argument principal, c'est que comparer les chiffres bruts entre pays, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne compare pas les modèles sociaux. C'est-à-dire? En France, une grosse partie des prélèvements finance un système de santé et de retraite qui est largement public. Si vous comparez avec un pays où la santé et les retraites sont surtout privées, forcément les prélèvements obligatoires seront plus bas là-bas, mais les gens paient de leur poche pour ces services SAD. Donc comparer juste les taux de prélèvement, c'est trompeur selon Bompard. D'accord. Mais le déficit public français, lui, il a bien augmenté ces dernières années, non? Sous Macron notamment. On pourrait penser que c'est dû à trop de dépenses. C'est l'argument de Consigny, j'imagine. Justement, Bompard retourne complètement cet argument. Pour lui, l'augmentation du déficit ne vient pas d'une explosion des dépenses, il soutient même qu'elles ont légèrement baissé en proportion du PIB, mais d'une baisse des recettes de l'État. Ah, une baisse des recettes due à quoi? Il vise très clairement ce qu'il appelle les cadeaux fiscaux faits depuis 2017. Il liste la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, la mise en place de la flat tax sur les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, y compris pour les très grandes entreprises, et la suppression progressive de la CVA, une taxe sur la valeur ajoutée des entreprises. Et son argument massu, c'est quoi? C'est de dire, si on avait gardé le même niveau de recettes publiques par rapport au PIB qu'avant l'arrivée de Macron, eh bien aujourd'hui, le déficit serait sous les 3% du PIB. Donc pour lui, le problème, c'est pas que l'État dépense trop, c'est qu'il ne fait plus rentrer assez d'argent, surtout de la part des plus riches et des grandes entreprises. Donc il réfute aussi l'idée qu'il y aurait beaucoup de gras à couper facilement dans les dépenses, comme dans les fameuses agences de l'État. Exactement. Il rappelle ce qu'il y a derrière ce mot un peu fourre-tout d'agence. Ce sont les universités, le CNRS, Météo France, France Travail, Ex-Pôle Emploi, l'ADEME pour l'environnement. Des trucs plutôt essentiels, quoi. Difficile de tailler dedans sans toucher aux missions. Voilà, il cite même un rapport d'une sénatrice de droite, les Républicains, qui avait cherché où faire des économies là-dedans. Résultat, on pouvait gratter quelques millions sur le fonctionnement, mais pas les milliards qu'on entend parfois. Donc, si on veut faire des milliards d'économies là, ça veut dire couper dans la recherche, l'université, etc. Et sur l'immigration, c'est souvent présenté comme un coût énorme. Là, Bompard s'appuie sur des études économiques qui, selon lui, montrent le contraire. L'immigration rapporterait net aux finances publiques entre 7 et 10 milliards d'euros par an. Ah oui, carrément l'inverse de l'idée reçue. C'est ce qu'il affirme. Et concernant l'AME, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, il la défend pas seulement au nom de l'humanité, mais aussi comme une mesure de santé publique intelligente. Mieux vaut soigner une maladie au début, ça coûte moins cher que de laisser la situation s'aggraver ou une épidémie se propager. C'est aussi une logique économique, finalement. D'accord.
On a bien compris la perspective de Bompard. Mais il faut absolument introduire maintenant le contrepoint, la vision de Charles Consigny, qui est radicalement différente sur tous ces sujets, non? Il est trop écrasant. Il cite le chiffre 45,4% du PIB en France. Il compare ça à la moyenne de l'OCDE, qui est autour de 34%, et il met en avant des pays comme les États-Unis, 26%, ou l'Irlande, 23%, qu'il voit comme beaucoup plus dynamiques parce que moins taxés. Il a aussi cette image sur le coût du travail, qui frappe souvent, non? Le salaire brut versus le coût total pour l'employeur. Tout à fait. C'est un de ses arguments phares. Il prend l'exemple d'un salaire brut de 60 000 euros par an. En France, dit-il, ça coûte en réalité 95 000 euros à l'entreprise. Il compare au Danemark, ce serait 62 000, en Suisse 68 000. Cet écart énorme sont les charges, comme il dit. Terme que Bompard n'aime pas, lui préfère cotisation sociale. Exactement. La sémantique est importante ici. Consigny utilise aussi cette métaphore du salarié qui travaillerait 199 jours pour l'État et seulement 166 jours pour lui-même. C'est très parlant, même si le calcul peut être discuté. Et donc, à l'inverse de Bompard, qui voit peu de marge de manœuvre pour couper dans les dépenses sans toucher à l'essentiel, Consigny, lui, il voit du gras partout. Ah oui, lui, il n'hésite pas à identifier des postes de dépenses à réduire drastiquement. Il parle de France Télévisions, l'audiovisuel public, il balance un chiffre de 5 milliards d'euros par an. Bon, il faudrait voir ce que ça recouvre exactement, mais l'intention est claire. D'autres cibles? Les subventions aux associations, il avance un chiffre de 25 milliards. Là aussi, Bompard conteste en disant que c'est surtout des exonérations fiscales, pas des chèques directs. Consigny cible aussi le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, une assemblée consultative qu'il juge inutile. Et il va même chercher des exemples très locaux, genre la mairie de La Rochelle qui financerait de la crème solaire, pour illustrer ce qu'il appelle le gaspillage. On voit bien l'opposition totale des diagnostics. Consigny, il arrive avec une idée un peu provocatrice. Il faudrait plus de Nicolas et plus de Vincent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Son legs de base, c'est la liberté individuelle, la responsabilité. Il veut que les gens puissent garder le fruit de leur travail, que l'effort, le talent, la prise de risque soient mieux récompensés. Il est convaincu que les impôts et les charges en France sont tellement élevés que ça décourage les gens de travailler, d'entreprendre, d'investir. Donc, plus de Nicolas, ça veut dire moins d'impôts sur le travailleur moyen. Voilà. Et plus de Vincent, ça veut dire plus d'incitation pour ceux qui créent de la richesse, les entrepreneurs, les investisseurs, moins de pression fiscale sur eux aussi. Ce qui est intéressant, c'est que sur un point, il semble d'accord avec Bompard, le constat que certains trucs ne marchent pas bien. Il reconnaît que les services publics, les hôpitaux, la police, la justice, les transports, sont en difficulté. Oui, le constat est souvent partagé. On voit bien que l'hôpital craque, que la justice manque de moyens. Mais là où il diverge totalement, c'est sur le pourquoi. Quelle est l'explication de Consigny? Pour lui, si ça ne marche pas, ce n'est pas par manque d'argent qu'il faudrait aller chercher avec plus d'impôts, c'est au contraire parce qu'il y a trop d'impôts globalement, trop de dépenses publiques qui sont mal gérées, trop de redistribution qui finit par étouffer l'économie et rendre l'État inefficace. Il y a trop de gras, pas assez de muscles si on veut. Et donc, sa solution principale pour redresser la barre, la mesure choc qu'il met en avant? La différence politique majeure qu'il assume totalement, c'est de travailler plus longtemps. Il met sur la table le report de l'âge légal de départ à la retraite. Il parle de 65 ans et il ajoute même 67 ans s'il le faut. Ah oui, c'est clair. Pour lui, c'est la grande réforme structurelle. C'est ça qui permettrait de faire des économies massives et avec ces économies, on pourrait soit financer d'autres choses, soit, et c'est plutôt ça son idée, baisser les charges sur les salaires pour augmenter le net qui reste aux travailleurs. Il insiste beaucoup sur la nécessité de réformer, de couper dans le gaspillage. Et il laisse aussi entendre qu'il faudrait augmenter le temps de travail par semaine, peut-être revenir aux 39 heures. Bon, on a bien fait le tour des deux argumentaires. Le fossé est immense, c'est clair. On a vraiment deux projets de société qui s'affrontent là. C'est exactement ça. Le nœud du problème, c'est vraiment la redistribution. Est-ce qu'elle est juste, nécessaire et même bonne pour l'économie, comme le pense Bompard, ou est-ce qu'elle est devenue excessive, injuste pour ceux qui créent la richesse et mauvaise pour l'économie, comme le dit Consigny? Et de cette divergence découle tout le reste. Tout le reste. Comment on finance les services publics? Est-ce qu'on taxe plus le capital, les profits? Ou est-ce qu'on réduit les dépenses et on travaille plus longtemps? Quel rôle pour l'État? Quelle part de liberté on accepte de céder au collectif? C'est des questions fondamentales. Est-ce qu'au milieu de cet affrontement, il y a quand même des petits points où ils pourraient se retrouver?
Même si c'est juste en surfonce. Par exemple, ils disent tous les deux que la santé, l'éducation, c'est important, non? Oui, sur le principe, personne ne va dire le contraire. La santé, l'éducation, la sécurité. Mais dès qu'on creuse un peu, comment on finance? Quelles sont les priorités? Faut-il plus de public, plus de privé, des partenariats? Là, les désaccords reviennent tout de suite, et ils sont massifs. D'accord. Ils sont aussi d'accord pour dire qu'il y a un problème de bas salaire en France. Mais là encore, les causes et les solutions sont opposées. Pour Bompard, c'est un problème de partage de la valeur ajoutée. Il faut plus de pression sur les entreprises pour qu'elles augmentent les salaires. Pour Consigny, c'est le poids des cotisations sociales qui écrase les salaires nets, donc il faut baisser ces cotisations. Et ce moment où Consigny se dit comme Joe Biden sur les impôts des riches, c'était surprenant, hein. Oui, c'était un moment assez cocasse du débat. Il dit qu'il est d'accord avec Biden sur le fait que les ultra-riches doivent payer leur juste part et qu'il faut lutter contre l'optimisation fiscale agressive. Mais bon, j'imagine que la définition de la juste part ne serait pas tout à fait la même pour Consigny et pour Bompard. On peut le supposer, c'est sûrement une convergence de façade. Il faut aussi noter que Bompard replace ce débat français dans un contexte plus large. Il s'inquiète d'une tendance mondiale à la droitisation, à l'autoritarisme, au rejet de l'écologie, en citant Milei en Argentine, Trump. Et Consigny, lui, son inquiétude, c'est plutôt l'exode. Oui, il exprime la crainte d'une émigration massive des talents, des entrepreneurs, des capitaux qui fuiraient une France qu'il juge surtaxée et trop réglementée. Au final, on en revient toujours à notre point de départ. La question centrale, c'est est-ce que le problème principal, c'est le fardeau qui pèserait sur Nicolas, le travailleur moyen, et qui demanderait donc moins d'impôts, moins de dépenses publiques, moins d'État? Ou est-ce que le problème, c'est plutôt la contribution jugée trop faible de Vincent, qu'il représente les très riches ou les grandes entreprises, et qu'il faudrait donc, au contraire, plus de redistribution, plus d'impôts sur le capital pour financer correctement nos services publics et assurer la cohésion sociale. C'est vraiment le dilemme. Et cette opposition, elle nous laisse avec une question peut-être un peu plus philosophique qui va au-delà des chiffres et des pourcentages. Ce débat, en fait, il révèle des visions radicalement différentes de ce qu'est une société juste, de ce qui motive les gens, l'intérêt personnel, la solidarité, la peur de tomber. Il révèle aussi des idées différentes sur comment fonctionne l'économie et sur le rôle qu'on veut donner à l'État. Quelles sont les hypothèses de base, en fait? Exactement. Quelles sont les hypothèses sur la nature humaine, sur la société, que chaque camp nous demande d'accepter pour que son raisonnement tienne? Essayer de comprendre ces postulats cachés, ces fondations idéologiques, c'est peut-être une clé pour naviguer un peu plus lucidement dans tous ces débats passionnés qui traversent notre société.